J'aurais pu intituler ma présentation comme un plaidoyer pour la recherche et un plaidoyer pour les chercheurs et les patients qui participent à la recherche. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt du tout. Et donc je voulais vous parler de la médecine basée sur les preuves. Parce que depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup de critères diagnostiques, on vous parle de biomarqueurs, on vous parle de médicaments, mais pourquoi est-ce qu'on choisit tel médicament et pas l'autre? Et donc tout ça, globalement, on est beaucoup dans un raisonnement de la médecine basée sur les preuves, mais qu'est-ce que c'est exactement la médecine basée sur les preuves? Donc je suis très pratique, je suis un clinicien pur et dur, donc je pars toujours d'un cas clinique. Et donc si on reçoit un patient qui a à peu près 65 ans, 64 ans, qui a un syndrome parkinsonien, des hallucinations visuelles, une somnolence diurne, il est très agité pendant ses cauchemars et il fait des malaises en position debout. Bon, vous avez vu à peu près tous les critères diagnostiques. On a l'intuition que c'est un patient qui est affecté par une maladie à cœur de Lewy et on va essayer de le prendre en charge de manière optimale. Ce patient présente des traitements qui peuvent aussi être à l'origine des symptômes. La rotigotine, c'est le patch d'un agoniste dopaminergique et qui peut très bien donner des hypotensions orthostatiques et des hallucinations visuelles. La lévodopa, donc c'est la dopa qui va permettre de fabriquer de la dopamine. Ça peut parfois contribuer aux symptômes que j'ai évoqués. Le bisoprolol, le valsartan, ce sont des traitements hypotenseurs qui peuvent également contribuer aux symptômes. Donc comment est-ce qu'on pourrait affirmer le diagnostic? Comment est-ce qu'on pourrait optimiser le diagnostic? Est-ce que ce serait par des examens complémentaires? Si on fait des examens complémentaires, par lequel on commence, lequel est le meilleur? Et comment prendre en charge au mieux ce patient? Alors, dans l'ancien temps, il y a quelques dizaines d'années maintenant, on a déjà une intuition. Ah ben voilà, il y a tous les symptômes, il ressemble beaucoup à une maladie à cœur de Lewy, ce patient. Il y a l'expérience individuelle, le cerveau humain, le cerveau du médecin, globalement, il fonctionne beaucoup en analogie. Un médecin qui a vu 200-300 patients qui portent une maladie à cœur de Lewy, de manière très intuitive, on va avoir un diagnostic qui va nous évoquer. C'est pas de la magie, c'est juste que le cerveau a intégré une multitude de patients qui avaient des symptômes un peu similaires. Et effectivement, un neurologue, je pense, je ne suis pas le seul, quand on voit le patient qui se lève dans la salle d'attente et qui vient jusqu'au bureau de consultation, on a déjà des hypothèses diagnostiques, parce que la marche est d'une façon et pas d'une autre, parce que le regard est d'une façon et pas d'une autre, etc. Donc il y a une intuition, il y a une analyse sémiologique qui se fait. De plus en plus, avec les connaissances, on a raisonné avec, alors je parle sous le contrôle de quelqu'un qui travaille à la PHP, ce qu'on appelle la corrélation anatomo-clinique, rattacher un symptôme à une région cérébrale, ça c'était la PHP, c'est Charcot, c'est les siècles passés. Donc ça c'était le raisonnement antérieur. En fait, depuis plusieurs années, on a vraiment pris en conscience ce raisonnement de la médecine basée sur les preuves dans les années 80-90. C'est un raisonnement qui est un peu né au Canada, même si le concept était déjà bien antérieur. Et là, un petit cocorico, parce que c'est un Français, le docteur Louis, qui a imaginé la médecine un peu numérisée, quantifiée. Donc ça fait déjà quand même plus de 2 siècles. Et ça, c'est la médecine basée sur les preuves. La première question qu'on se pose, c'est quel est le problème clinique? Comment est-ce que je pourrais chercher une information pour répondre à ma question clinique? Est-ce que l'information que j'ai trouvée, elle est valable en soi? Et est-ce qu'elle est valable pour mon patient? Cette démarche intellectuelle, c'est la démarche que l'on va appeler le raisonnement basé sur les preuves, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans la littérature scientifique la réponse à la question clinique que me présente le patient. Évidemment, l'expertise clinique de chaque médecin va être importante et évidemment, le choix du patient va être important. C'est-à-dire que je peux avoir le meilleur essai médicamenteux possible pour traiter les hallucinations visuelles avec le médicament qui s'appelle clozapine. Si le patient refuse catégoriquement de faire une prise de sang toutes les semaines pendant 18 semaines, il va falloir que j'adapte mon attitude thérapeutique. Donc, cette pratique médicale moderne, basée sur les preuves, s'intègre évidemment à l'expertise et au choix du patient, mais vraiment, l'objectif, la première étape, c'est de chercher une information fiable. Le médecin, il a toute sa mémoire, qui a son stock interne d'informations. On a l'habitude, on a une formation médicale initiale, on fait des formations médicales continues, on lit des journaux médicaux pour avoir des connaissances et donc on peut avoir la connaissance déjà en stock dans sa mémoire. S'il y a besoin d'informations complémentaires ou quand on veut se former, quand on veut apprendre,
On va aller lire des revues, d'accord, donc les plus prestigieuses, la New England Journal of Medicine, ce sont des journaux très prestigieux avec une grande renommée, un impact extrêmement important dans la science et dans la médecine. Et il y a les bases de données où on va dans... Alors maintenant tout est informatisé, mais on va dans la base qui s'appelle PubMed, qui c'est une base américaine. On va chercher les articles scientifiques qui ont répondu à la question. Donc on tape les mots-clés, on dit maladie à Cordy-Lewis et hallucination, et on a les études qui sortent, et on va aller chercher l'étude qui correspond à ce qui nous intéresse. Donc la source de l'information est un élément extrêmement important, et ça c'est un élément important de savoir chercher. Quand on est un médecin scientifique, il faut savoir chercher l'information dans ces bases de données et dans ces revues. Une fois qu'on a trouvé, par exemple, une étude qui a l'air de répondre à notre question, on va analyser cette étude et on va se dire, tiens, quelle est la force, quel est le niveau de preuve de cette étude? Et donc là, c'est un plaidoyer pour la méthode, c'est pas moi, c'est Descartes qui l'avait dit à l'époque. Est-ce que l'étude est bien faite pour répondre à la question donnée? Parce qu'à partir d'une étude un peu mal faite, si vous faites mouliner n'importe quoi de manière statistique et mathématique, vous allez réussir à trouver une réponse qui va un petit peu dans votre sens, et donc vous la publiez, et puis on peut berner un petit peu les gens. Donc le travail du lecteur d'un article scientifique, c'est d'aller regarder si l'étude a été bien faite, est-ce que le protocole de l'étude il a été fait a priori, est-ce qu'il a été fait de manière rigoureuse et adaptée à la question, est-ce que l'analyse statistique, donc l'utilisation de l'outil mathématique qui permet de calculer l'efficacité du traitement, etc., est-ce que c'est le bon outil mathématique, le bon outil statistique? Et est-ce que l'étude est suffisamment puissante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de patients pour répondre à la question? Parce qu'il peut y avoir une étude, par exemple, on va tester un médicament sur 20 patients, ça peut ne pas marcher de manière statistique, mais parce qu'en fait, il en faut 200. Donc ça, c'est des études à fort niveau de preuve, et ce sont les meilleures études. Et après, dans les recommandations de ce qu'on appelle la haute autorité de santé, on peut grader le niveau de preuve de l'étude en fort, intermédiaire et faible. Et évidemment que dans la pratique, on va chercher des études à fort niveau de preuve. À partir de ces études, il peut y avoir des sociétés savantes ou des groupes qui vont établir ce qu'on appelle des recommandations. Les recommandations, c'est un texte où on va se réunir et dire, par exemple, pour prendre en charge la maladie à Cordy-Lewis, on a un niveau de preuve fort qu'il faut utiliser les anticholinésterasiques et la clozapine, et dans ce cas-là, c'est des recommandations de grade A. D'accord ? Et puis si les études sont un peu moins bonnes, on va dire que c'est une recommandation de grade B, et si les études sont faibles, on va dire que c'est de grade C, voire même parfois on tombe sur un consensus d'experts quand il n'y a pas assez de données. Le groupe se dit, bon, mais le consensus que l'on établit, c'est de dire aux gens, il va falloir faire ça dans telle situation. D'accord ? Donc pour répondre à une question précise, plutôt une étude. Pour une situation globale d'une maladie ou d'une situation un peu plus globale, des recommandations qui sont établies à partir d'un groupe de travail. J'insiste sur l'importance de la méthode, et on l'a vu ces dernières années maintenant, ça fait bientôt 3-4 ans que le Covid est passé. Le druide qui a raison tout seul dans son coin et qui explique à tout le monde qu'il faut faire et que la méthodologie ça sert à rien, non. Les lanceurs d'alerte, c'est bien. Les gens qui ont raison contre tout et tout le monde, c'est pas possible en recherche et en science. La meilleure valeur d'une donnée scientifique, c'est si elle est reproduite et si tout le monde est d'accord avec. Et ça, c'est vraiment important dans le raisonnement. Une étude unique, c'est bien. 2 études qui disent la même chose, c'est mieux. 3, c'est super. Donc vraiment, la collégialité de la décision, de la position, de l'opinion, c'est extrêmement important. Et donc la méthode, c'est extrêmement important. Donc il faut que la méthodologie de l'étude soit prévue a priori. Évidemment, il faut que les choses soient déclarées puisque le cadre légal est extrêmement strict. Je vous ai parlé du schéma. Il faut que la population de l'étude, les patients, les sujets dans l'étude représentent un petit peu quand même la vraie vie. Parce que si on prend que les gens qui ont entre 50 et 53 ans et qui ont aucune obésité, aucune hypertension, etc., effectivement, les études ne vont pas pouvoir être appliquées aux gens qui ont entre 50 et 85 ans. Donc il faut que la population de l'étude soit un minimum représentative de la vraie vie et de la vie réelle. Et le choix du critère de jugement principal est extrêmement important. D'accord ? Si jamais on dit que le médicament est efficace, il faut qu'il soit efficace sur un critère pertinent pour le patient. D'accord ? Par exemple, si on dit que le médicament il baisse la tension artérielle de 5 points, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que le traitement qui baisse l'hypertension, il diminue la mortalité par infarctus. D'accord ? Un médicament de la maladie à Cordy-Lewis, on dit que le patient, on va dire, il a une hypotension orthostatique, le médicament il remonte la tension artérielle de 2 points, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que le patient n'ait plus de symptômes quand il se lève et qu'il n'ait plus les symptômes de l'hypotension. Si la tension elle monte de 3 points, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut dans l'étude, c'est est-ce que le patient se sent mieux. D'accord ?
Donc le choix du critère de jugement dans une étude, c'est extrêmement important. Il y a un critère de jugement qui est principal, et puis après, il y a un critère de jugement secondaire qui sont intéressants de manière un peu plus complémentaire. La méthodologie mathématique et statistique est importante, je passerai un peu plus dessus. Et après, il y a la façon dont les résultats sont présentés, et surtout, comment est-ce qu'ils sont présentés au public. On voit de plus en plus des publications qui sont sorties en préprint, donc ça veut dire que les gens qui écrivent l'étude mettent l'étude disponible, leur texte, en lecture libre. C'est bien, c'est intéressant parce que ça va plus vite, mais ça n'a quand même pas la même valeur que quand l'étude a été soumise à une revue. Il y a un comité de lecture en aveugle, c'est-à-dire que les gens qui lisent l'étude ne savent pas qui, quand et comment a été faite cette étude. Ils lisent le travail, ils disent là ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut corriger, ça il faut préciser, etc. Et l'article est retravaillé comme ça, et donc c'est un travail qui est validé par les pairs, d'accord ? Et donc ça a encore une valeur supérieure, et donc c'est vraiment extrêmement important de procéder comme ça, et donc vraiment non aux études sauvages, comme on a pu le voir, même en France. J'insiste aussi sur l'importance de la source. Alors là, j'ai hésité à mettre le nom de la revue, je ne vais pas le citer oralement, mais c'est sur leur site internet en accès libre, donc je me permets de le faire. Qui dit quoi, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on se prétend valable qu'on l'est. Il y a une revue qui se prétend dénuée de tout conflit d'intérêt, qui n'a aucun laboratoire qui finance, etc., et qui nous explique les médicaments qu'il faut garder, les médicaments qu'il ne faut pas garder et ceux qui sont à jeter. Je trouve ça très intéressant parce que dans la maladie Accord-Lewy, à peu près tout le monde ici sera d'accord pour dire, autant sur le plan scientifique que clinique, vous avez constaté que la rivastigmine, le donépézil, ce sont des traitements qui apportent un bénéfice pour les patients. C'est un bénéfice symptomatique, c'est un bénéfice entre modéré et important. Il y a une proportion d'effets indésirables, mais c'est quand même un médicament qui a son utilité. Si on suit cette revue, ce sont des médicaments qu'il faut mettre à la poubelle immédiatement. D'accord ? En fait, ils se basent sur leur propre déclaration. Donc, ils font leur propre analyse des choses. Et donc, vous avez ici toute leur bibliographie. Ils s'autocitent. Donc, ça fait 10 ans qu'ils s'autocitent pour critiquer le médicament. Et donc, à la fin, ils ne sont pas d'accord avec les médicaments, mais ils sont d'accord avec eux-mêmes. C'est très intéressant. Parce qu'en parallèle, vous avez l'expérience clinique que vous viviez au quotidien, la pratique scientifique et toutes les revues internationales qui nous expliquent quand même que les médicaments, statistiquement à droite, ils poussent vers la droite, donc c'est quand même des effets en faveur des médicaments. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de savoir qui dit quoi, comment et pourquoi, et comment l'information est diffusée. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et c'est là où l'association, je trouve, a un très beau travail, et vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement important ces journées-là, parce qu'à partir de la connaissance des professeurs, des médecins, etc., on peut transmettre et communiquer ces résultats-là en des termes et en des notions compréhensibles, alors qu'on peut se faire berner par des journaux et des revues qui sont, à mon avis, pas pertinents. Comment est-ce que l'on construit ces études ? Donc là, je reviens ici, là, ils ont travaillé sur des études, des essais thérapeutiques. Donc comment est-ce qu'on construit une étude ? La première chose, c'est qu'il y a une hypothèse. Pour mener une étude, on émet une hypothèse. J'émets l'hypothèse que tel examen va être bénéfique pour le diagnostic, va être plus précis pour le diagnostic des maladies Accord-Lewy. Il y a souvent une étude préliminaire, on fait une petite étude pour prouver le concept. Et ensuite, il va y avoir des études plus importantes, plus grandes, de plus nombreux patients, multicentriques, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs endroits qui vont participer à l'étude, et une étude, 2 études, 3 études pour prouver la pertinence de l'examen, l'efficacité du médicament, etc. Une fois que ce travail a été fait, il y a un article scientifique qui est écrit, c'est publié dans un journal, et après, il y a toute la controverse scientifique, la critique de l'étude, la critique du travail, les interprétations, etc., et puis éventuellement une diffusion des recommandations. Tout ça est bien sûr extrêmement encadré. Alors, je vais parler de la loi Jardé très vite fait, mais il n'y a pas que la loi Jardé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si elle est là, Julie, je vais me faire taper sur les doigts s'il ne parle que de la loi Jardé. Mais il y a des règles internationales et des lois nationales sur comment on mène une étude. Il y a des règles d'éthique. Toute étude doit passer par un comité de protection des personnes pour être sûr que c'est éthique de faire cette étude. Il y a plein de choses qui ont été faites dans l'histoire de la médecine qui étaient absolument scandaleuses, mais qui ont apporté un bénéfice scientifique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire. Donc, est-ce que l'étude que l'on veut faire, elle est éthique ? Et donc, il y a toute une analyse sur la pertinence scientifique de l'étude, sur le respect du patient, l'acceptabilité de l'étude. On ne va pas faire des prélèvements cérébraux pour affirmer le diagnostic, on ne peut pas faire de biopsie cérébrale.
pour un diagnostic de maladie accordée, oui, ça serait super intéressant, mais on ne peut pas se permettre de faire ça même dans une étude. Donc, est-ce que c'est éthique ce qui est fait? Faire une ponction lombaire, c'est acceptable. Faire une scintigraphie, c'est acceptable. Donc, il y a tous ces critères-là qui se passent. Évidemment, il y a un accord de la CNIL qui doit être donné, puisque tout passe par l'informatique aujourd'hui. Et dans la loi Jardé, il y a les catégories 1 des études, c'est tout ce qui est interventionnel, donc c'est tout ce qui comporte un risque pour le patient. Essayer un médicament, essayer un examen. Et dans ce cas-là, il faut avoir une autorisation de ce qu'on appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et évidemment, le patient ou le sujet qui participe à l'étude, il doit être volontaire pour le faire, il doit être libre de commencer, libre d'arrêter. Parfois, il y a des études rémunérées, mais le plus souvent, c'est quand même entre guillemets, du bénévolat. Et évidemment, il faut qu'il donne son consentement de manière éclairée, donc il y ait une information orale adaptée, une information écrite, que le patient ait eu le temps de réfléchir pour donner son consentement écrit. Et une fois, et seulement une fois que le patient a signé le consentement, à ce moment-là, il peut participer à une étude. Dans le cas du médicament, il y a une phase préclinique, donc in vitro sur des cellules, parfois sur des modèles animaux. Après, il y a la phase chez l'humain, chez des volontaires sains pour vérifier la bonne tolérance du médicament. Et après, il y a l'efficacité du médicament sur un grand groupe de patients. Ce sont les 3 phases. Phase 1, 2, 3. Une fois que le médicament a prouvé son efficacité et sa tolérance dans des études de phase 3, à ce moment-là, les laboratoires demandent une autorisation de mise sur le marché. Une autorisation de mise sur le marché, c'est la commercialisation du médicament. Il faut prouver que le médicament dans telle indication apporte un tel bénéfice avec un tel risque. Et à ce moment-là, les agences du médicament, qu'elles soient nationales ou supranationales, donnent une éventuelle autorisation de mise sur le marché, ce qui veut dire que ça sera disponible sur le commerce. Et après, il y a les agences nationales, par exemple l'autorité de santé en France, qui va grader le service médical rendu, qui va nous dire si c'est un service médical rendu faible, fort, intermédiaire. Et en fonction de ce service médical rendu, ils vont noter une amélioration du service médical rendu. Si jamais il n'y a aucun traitement et qu'on a un service médical rendu intermédiaire, l'amélioration sera importante. Si aujourd'hui vous avez un traitement pour l'hypertension mais qui vous apporte un service médical rendu intermédiaire, il va avoir une amélioration un peu faible parce qu'il existe déjà des traitements. Donc en fait, il y a le service médical rendu qui est l'intérêt à proprement parler et après il y a l'amélioration par rapport à ce qui existe déjà. Et à partir de ça, il va y avoir une discussion de gré à gré entre l'État et les laboratoires sur le prix du médicament, évidemment. Et ce prix du médicament va être fixé pour une période de quelques années. Bien sûr, tout ce système de médecine basé sur l'épreuve, d'études, publications, etc., ça a ses limites. Il n'y a pas forcément une étude qui répond à la question pour chaque patient à chaque moment de la vie. Il y a beaucoup de diversité clinique et donc on n'a pas toutes les études pour répondre à toutes les questions. Certaines études sont faites avec une stringence des critères tellement particulière que ça ne représente pas la vraie vie. Et donc après, dans la vraie vie, il faut se débrouiller un petit peu avec ce qu'on peut. Et donc individualiser les données de la médecine, des données scientifiques sur chaque patient, c'est une étape extrêmement importante. Il faut toujours aussi se poser la question de quel est le conflit d'intérêt quand un médecin propose un médicament. Est-ce que ce médecin est rémunéré par le laboratoire? Est-ce qu'il est indépendant de tout ça ou pas? Donc ça, il y a des moyens de vérifier. Vous allez sur transparence.gouv et vous savez quel médecin a reçu quoi. Et après, il y a la pertinence du médicament de manière individuelle. Voilà ce que je voulais dire de manière globale. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez connu. Il y a un manque de notoriété de ce raisonnement-là dans la population, à mon sens. C'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui fait que les médecins aujourd'hui proposent tel traitement ou pas, tel examen ou pas. Et je trouve que c'est vraiment l'importance de l'association. Et donc c'est pour ça que je remercie encore aujourd'hui, et j'en profite de cette tribune, pour cette interaction entre un comité scientifique, des patients, des aidants, pour que tout le monde puisse travailler ensemble et améliorer la qualité de vie dans la maladie. Voilà pour mon propos.